Des nouvelles ce soir de Majolie Dion. Elle était venue me voir l'an dernier. Elle présentait un documentaire sur la mastectomie. Elle a eu l'ablation de ses deux seins après un cancer du sein. Et c'était une décision difficile à prendre. Et il va s'en dire. Et elle l'explique dans un livre qui va beaucoup plus loin, qui fait le lien entre l'état émotif qu'elle a vécu toute sa vie et cette maladie. Ça s'appelle « Pressé ici, j'ai besoin d'être aimé ». C'est publié aux éditions Un monde différent. Avec moi, Majolie Dion. Bonsoir, Mme Dion. Bonjour. Comment ça va un an après? Ça va bien. Oui. Après la sortie du documentaire, ça... Ça avait l'air radieuse. Eh bien, merci bien. Et le cancer, pour vous, c'est derrière? Bien, on a toujours un 5 ans de rémission. Là. Moi, ça fait 4 ans. Ouais. Mais en même temps, je suis confiante que oui, c'est derrière. Ouais. Ouais. Ce qui est extraordinaire dans le livre, c'est que vous faites une espèce de lien entre votre vie émotive et puis la maladie. Il y a des médecins qui sont contre ça. Ils disent... Il n'y a pas de lien. D'ailleurs, dans votre introduction, vous dites qu'ils ne gênent pas de faire un lien entre les émotions et les problèmes cardiaques. Ouais. Mais quand il est question de cancer, ils disent non, pour ne pas culpabiliser les gens, ils disent qu'il ne faut pas faire de lien. Comment vous voyez ça? Bien, en fait, je pense que tout est en lien dans la vie. C'est difficile de faire, tu sais, de regarder ça, de dire non, ça n'existe pas, puis ça existe. Mais si ça existe pour le cœur, pour les crises cardiaques, je me dis pourquoi ça n'existerait pas pour le cancer? Puis moi, j'ai posé la question, est-ce que ça se pourrait que des émotions, on parle d'émotions à long terme, là, on ne parle pas d'émotions à court terme, de stress très, très élevé, pourrait être une cause? Et il ne semble pas avoir de réponse. Donc, moi, j'ai fait une analyse sur mon côté, puis d'après ce que j'ai vu, de ce que j'ai vécu, puis comment ça s'est passé, comme il n'y a pas de cancer du tout dans ma famille, je me suis dit, bien, peut-être que ça se peut. Peut-être aussi qu'il y a un lien entre tout ça. Mais comme vous dites, il n'y a pas de culpabilité à avoir non plus. On n'est pas dans une culpabilité de dire, c'est de ma faute, j'ai eu un cancer. C'est simplement de dire, bien, comment maintenant je peux faire une prévention pour moi-même, tu sais, au niveau de la maladie. Parce que vous dites, génétiquement, en principe, je n'étais pas prédisposé parce qu'il n'y en a pas dans ma famille. Mais quand je regarde mon parcours de vie, je me dis, c'est vrai qu'émotivement, j'ai eu des montagnes russes et peut-être que ça m'a rendu vulnérable à la maladie. C'est un peu votre raisonnement. Bien, le raisonnement, c'est que c'est des années de post-traumatique dans une relation avec mon enfant aussi qui a un trouble de personnalité limite. Puis un post-traumatique très long, puisqu'il ne trouvait pas ce que j'avais après. Et donc, j'ai été des années sans bien manger, sans être capable de me nourrir. Donc, à un moment donné, ton corps est complètement dévitalisé, tu n'as plus d'énergie, puis ton système immunitaire n'est plus capable de combattre rien. Donc, moi, j'appelle le squatteur, le cancer, qui vient et qui rentre dans ta vie, puis tu n'es même pas en train de le combattre, tu es juste en train d'essayer de survivre. Ouais. Alors, moi, c'était un lien que j'ai fait. Je ne dis pas que c'est tous les cancers comme ça non plus, puis je ne suis pas là pour parler des autres, mais... Dans mon analyse à moi, je pense que ça me rejoignait. Justement, donc, vous expliquez votre parcours de vie et vous y allez quand même, vous mettez vos tripes sur la table. Vous êtes obligé de le faire aujourd'hui. Vous avez écrit le livre. Alors, quand j'invite les gens, je lis le livre et puis bon, ben, on en parle. Ouais. Justement, vous parlez de votre fille là, qui avait une condition et ça a été compliqué dans votre vie. Après une relation avec un premier conjoint qui n'était pas facile non plus. Là. Non, bien, le père, en fait, a disparu. Alors, je parle beaucoup aussi de l'impact que ça a dans la vie d'un enfant, un père qui disparaît, qui n'est plus là pour son enfant. Puis ma fille a comme développé ce trouble de personnalité limite très, très jeune. Et vous voyez un lien entre la disparition du père et cette condition? Bien, en fait, c'est pas moi qui le vois, mais selon les statistiques puis les analyses qui ont été faites, les enfants atteints de TPL, c'est des enfants qui, sont très intelligents, puis ils ont vécu quelque chose de déstabilisant dans leur jeunesse qui pourrait causer ça. Mais est-ce qu'elle avait ça déjà d'emblée? Je ne sais pas. Sauf que j'ai vu la différence avec les années qui ont suivi. Et elle était quand même diagnostiquée 9 sur 9, ce qui veut dire que tu as 9 traits de personnalité sur 9 qui donnent un trouble. C'était énorme. Alors, j'ai eu à vivre avec cet enfant-là que j'aime, que j'adore, mais qu'à un moment donné, c'est plus quoi faire. Tu es comme impuissant constamment. Donc, c'est des années de sentiments d'impuissance puis de sentiments de culpabilité de ne pas être capable d'aider ton enfant que tu aimes puis de l'avoir souffrir, tu sais. C'était pour moi très, très difficile. Ça l'est encore aujourd'hui. C'est très fragile. Un parent, c'est fait pour aimer son enfant, tu sais. Puis moi, même si je l'aimais, bien, je n'y arrivais pas à pouvoir lui donner ce qu'elle avait besoin. Et on le comprend sur un chapitre sur l'automutilation. Comment vous êtes impuissante là, face à ça? Complètement impuissante. Elle a commencé comme très jeune, elle avait comme 13 ans. Puis les premières fois, j'ai été témoin de ça. Moi, j'étais déjà en suivi en post-traumatique avec une psychologue. Puis il m'a dit, bien,
on va la faire voir par une autre psychologue parce qu'ils ne peuvent pas traiter les mêmes personnes. Puis j'ai vécu et j'ai vu et j'ai revu. Et les derniers que j'explique dans le livre, en fait, c'était un des moments où je venais de sortir de biopsie pour le cancer, puis c'était auto-mutilé les jambes, mais quand même gravement. Puis j'ai juste plus été capable. Ça faisait déjà... T'es quand même rendu à 25 ans, là. C'était pas comme récent. Donc, c'était une preuve. Si vous pensez que la maladie peut puiser ses sources dans l'émotion, le fait de vivre ces émotions-là au moment où vous combattez le cancer, là, est-ce que ça vous ébranle? Qu'est-ce que ça fait? Est-ce que c'est plus difficile de se soigner quand on vit ce genre d'émotions? Bien, on n'existe pas. Hein? Quand tu as un enfant qui est malade, tu n'existes pas. Comme. Moi, j'ai commencé à exister maintenant parce qu'on a on s'est séparés depuis presque 2 ans. On ne se voit plus. Puis c'est correct pour elle, c'est correct pour moi, mais j'existais plus. Donc, mon focus était tout le temps sur elle par rapport à ce qui va arriver, est-ce que la police va appeler, est-ce que je vais aller la chercher à l'hôpital. C'était constamment ça. Et elle est tombée dans des drogues quand même assez dures. Donc, mais j'ai tellement confiance en elle et je sais tellement que c'est un enfant brillant, puis en même temps qu'elle a toutes les valeurs, qu'elle va s'en sortir et elle s'en sort. Je suis persuadée de ça. Mais tu ne penses pas à toi dans ce temps-là. Je commence à penser à moi. Donc, vous êtes à l'hôpital. Au moment où on vous fait... on vous enlève les seins, littéralement. Et vous l'aviez expliqué dans le documentaire. D'ailleurs, vous en reparlez là-dedans. Vous dites, c'est un gros vide. Pour moi, j'aimais mes seins. Je m'ennuie de mes seins. Et c'est un deuil à faire. Et au moment où tout ça arrive, vous avez quand même derrière la tête cette réalité-là. Donc, c'est plus difficile de combattre à ce moment-là. Là. Oui, parce qu'on ne peut pas faire fi de notre famille alentour de nous. Puis comme moi, j'étais le pilier de la famille, puisque son père n'est pas dans le décor, bien, c'était un peu comme si j'avais une grippe pour elle. Ça n'existait pas, je n'étais pas malade, ça se pouvait pas. Alors, tu sais, c'est difficile de dire avec ton enfant, je suis vraiment pas bien, parce que tu as l'impression qu'elle va s'écrouler encore plus bas, puis où est-ce qu'elle va aller, tu sais pas comment la ramasser non plus, tu sais pas comment l'aider. Puis je suis allée chercher, je suis allée consulter, là. Je suis pas restée non plus sans ressources pendant toutes ces années-là, mais à un moment donné, j'ai compris que c'est elle-même qui devait faire le mouvement, devait faire le changement, qui devait se prendre en main. Je ne pouvais plus rien faire pour elle. Je pouvais juste maintenant m'occuper de moi. Puis ça a été quand même une décision difficile, tu sais. Et apprivoiser ce vide-là, vous m'en aviez parlé en présentant le documentaire. Là, vous dites, bon, à partir du moment où on fait l'ablation, c'est tout un vide. Est-ce qu'on apprivoise son corps? Là? Depuis 1 an, est-ce que votre relation avec votre corps, ça a changé? C'est une bonne question. Veuillez vous les poser. Les posez bien après ça. Ben oui, ça s'en vient mieux. Je vous dirais que depuis que j'ai fait faire la reconstruction du mamelon et le tatouage du mamelon, dernièrement, là, je commence à retrouver un peu le sexisme de la femme que je suis et me dire, ben écoute, non, tu sais, ça va bien. Ça commence à avoir l'air normal, naturel, parce que j'étais dans une situation, moi, que je ne me tentais plus de me déshabiller dans les spas et tout. Puis dernièrement, je me suis changée, puis je me suis pas posé de questions, puis je me suis pas fait regarder bizarre, puis ça a été comme, ah, OK. Alors, il y a toujours quand même une acceptation au niveau que tu sens plus. Ça, j'en parle aussi. C'est ça, la sensation. La sensation n'est pas là, tu sais. Ouais. Alors, c'est difficile de revenir. Puis j'en parle, je me dis, les femmes qui veulent se refaire faire les seins parce qu'ils se trouvent pas assez belles, je vous dirais que entre les deux, moi, j'aimerais bien avoir un peu les seins pendants, mais qu'ils soient toutes là. D'ailleurs, vous dites, je m'ennuie du côté flasque de mes seins qui me rappelait que j'avais allaité, puis qui me rappelait mon côté maternel. Oui, côté maternel, mon enfant a bu là, tu sais, puis je veux dire, le côté aussi amoureux avec le conjoint que j'ai eu et tout ça, ça fait partie d'une femme. Alors, je sais pas, puis je trouve, c'est drôle, l'adaptation est quand même étrange parce que moi, je suis pas quelqu'un bien artificiel, puis je dois dire des fois que me tenir très droite, ça veut dire qu'il faut que je sois vraiment comme droite, et là, je me dis, ouais, OK. Non, c'est ça. Ils sont là. Ils sont bien là. Mais on peut comprendre. D'ailleurs, c'est quand même un chapitre touchant de quand vous expliquez ce vide-là. Là, parce qu'on peut comprendre. Vous dites, c'est pas, l'apparence n'est peut-être pas pour moi ma priorité, mais dans le fond, vous dites, ça existe. On peut pas faire fi de une partie de votre corps. Ouais. Si vous voulez, on va aller à la pause du retour, parce qu'on parle des grands traumatismes, comment ça peut avoir un effet. Vous en avez vécu un sérieux, une agression, vous avez mangé une sérieuse volée, et ça se retrouve en cours. Vous avez même perdu en cours, et vous pensez que ça peut avoir un lien avec votre condition de santé? Pas. On en parle dans 3 minutes. À tout de suite.
Des nouvelles de Majolie. C'est assez extraordinaire comme prénom, Majolie. Moi, j'en ai pas connu d'autres. Majolie Dion, qui était venue me voir l'an dernier. Elle présentait un documentaire sur l'intervention qu'elle avait eue, qui avait fait en sorte qu'elle avait perdu ses 2 seins. Et là, elle écrit « Pressée ici, j'ai besoin d'être aimée ». Et ça fait un lien entre ce que vous avez vécu et la maladie que vous avez vécue. Et vous racontez... Et vraiment, avec force de détail, puis on dit quel événement, ça bouscule une vie. Vous avez été agressé. Ah, racontez-moi, vous êtes dans un bar et vous dites que votre conjoint était un artiste connu, vous n'avez pas voulu le nommer. Moi, je sais de qui il s'agit et c'est quelqu'un de très, très connu. C'est une institution au Québec et vous n'avez pas voulu le nommer. Pourquoi? Bien, parce que ça n'avait pas un rapport avec le livre comme tel. Puis je suis pas quelqu'un qui est opportuniste dans la vie. Moi, je crée des opportunités dans ma vie, je les saisis, mais je suis pas quelqu'un qui est opportuniste. Et je trouvais pas que c'était... Si j'avais écrit un livre sur ma vie à moi, ma carrière, puis la musique et tout, je l'aurais probablement mentionné. Mais comme là, c'est basé sur une relation plus au niveau de la dépendance affective, puis plus basé aussi sur les mauvais choix qu'on fait quand on a tant besoin d'être aimé. C'est un peu ça le titre. J'avais besoin d'être aimé. Donc, j'avais de la difficulté à dire non sur des choses que... Et vous faites ce lien entre ce vide, ce besoin d'être aimé et cette maladie-là. Et cet homme là, qui est un artiste connu a comme une double vie. Dans le fond, vous vous rendez compte qu'il y a une autre femme, puis vous en avez une, et vous dites, j'ai été dépendante, j'ai accepté ça pendant un certain nombre d'années. Oui, bien, en fait, je connaissais pas c'est quoi la dépendance affective. Moi, je suis quelqu'un de très indépendant. Puis j'ai réalisé avec le temps que j'étais avec un homme que j'aimais profondément. Là. On était comme 13 ans ensemble, presque. Mais que lui, sur son côté, avait une dépendance affective avec une femme qui était une amie. Mais qu'à un moment donné, tu te dis, mais ça n'a ni queue ni tête, ça va finir un jour et ça ne finissait jamais. Et quand tu es en symbiose avec quelqu'un, avec beaucoup d'amour, c'est difficile de partir. Puis c'était ça qui était pour moi le plus difficile de m'en aller. C'était pas parce que la relation, parce que l'homme, je l'aimais. C'est que ça allait vraiment très bien. Vous avez coupé cette relation de dépendance-là et encore là, ça crée un choc émotif. Mais ce choc émotif-là est précédé d'une agression. Racontez-moi cette agression-là. Qu'est-ce qui est arrivé? J'ai aidé quelqu'un qui était sur le trottoir, sur la rue Saint-Denis. Un soir, on est sortis, on est allé danser. Puis j'ai aidé cette fille-là. Puis par le temps que je me retourne, il y en avait 4 autres qui me frappaient. Puis ça a duré une demi-heure de temps. Puis, Ils vous ont frappé parce qu'ils pensaient que vous l'agressiez, c'est pensaient que parce que la fille était par terre, puis je l'ai ramassée. Ils pensaient que je venais de l'agresser. T'sais. Alors, j'ai arrêté de me poser des questions à savoir pourquoi. C'est une moyenne volée que vous avez C'est une moyenne volée, oui. J'ai été 10 ans après ça en récupération. Parce que vous décrivez avec plein de détails. Là, ça commence, ils sont 4 et vous réussissez à vous extirper parce que votre chum, pour vous protéger, se lance sur vous. Ouais. La façon dont vous les présentez, ça a l'air d'un film avec presque l'incroyable Hulk. Vraiment, ils sont en beau fusil. Ils étaient comme assez déchaînés. Est-ce qu'ils étaient drogués? Ou... Oui, il semblerait qu'ils étaient sur une drogue, ce qu'on nous a dit après. Tu sais, quand je dis que le diable existe dans le livre, c'est vraiment ça. Je me suis retrouvée dans une situation où je me suis dit, ça se peut pas, ça va arrêter, ça va arrêter. Et quand j'ai vraiment perdu connaissance, en fait, je suis morte sur le trottoir, sérieux. J'ai monté, sorti de mon corps, j'ai vu des choses que jamais de ma vie je pensais que ça existait. Puis quand je suis revenue dans mon corps, puis que la policière m'a réveillée pour me dire « Madame, madame, madame », puis je suis revenue, je me suis dit « OK, attends une minute, là ma vie ne sera plus jamais pareille. Ah ouais. Et ma vie n'a plus jamais été pareille. Jamais. Et il y a eu un procès et elles n'ont pas été déclarées coupables. Non. Mais tu savais, j'ai une bonne étoile. Moi, je me suis dit, si c'est arrivé comme ça, c'est parce que c'est comme ça qu'il fallait que ça arrive. Mais comment tu fais pour ne pas te déclarer coupable d'avoir donné une volée? Parce qu'ils avaient... Ils peuvent dire que peut-être que... Ben oui, en fait, ils ont gagné comme légitime défense. Ils disaient que vous les aviez agressés. Oui, voilà. 4 personnes, tu es seul, tu dis bon. Ils étaient 6 avocats contre une avocate aussi qui n'était pas très habituée non plus. Elle venait de sortir du barreau. Longue histoire courte, là. On avait un super bon avocat au préliminaire qui a refusé de plaider en anglais. Parce que comme les accusés étaient anglophones, le procès a eu lieu en anglais. Et on s'est retrouvé avec une jeune avocate qui a fait du mieux qu'elle pouvait, mais ils ont refusé plein de choses pendant la cour. L'archiviste n'a pas pu venir témoigner. Il y avait plein d'affaires. À un moment donné, je me suis dit, je vous dirais que c'était plus encore une deuxième agression en soi de perdre le procès parce que c'est comme mon fil, il venait de se couper.
on dirait que la seule chose sur quoi je me tenais, c'est d'être entendue dans cette agressivité-là, dans cette méchanceté-là qui avait eu lieu gratuitement. Puis non, ça n'a pas... Et là, vous sombrez dans la dépression, littéralement. Là. Bien, je suis tombée dans la maladie, la grande souffrance, parce que j'ai été, écoute, des années de temps, 4 ans de temps. J'avais, en fait, le cœliaque, il ne le savait pas. Le médecin ne le voyait pas, pensait que c'était psychosomatique. Et je dépérissais à vue d'œil. C'était... Mangez plus? Je gardais rien, Puis, bon, le cœliaque, on s'entend quand c'est très... quand c'est développé. C'est ça. Et aussitôt que tu manges quelque chose qui est inadéquat, tu es malade. Exactement. La tête, tu as des migraines. Puis j'ai eu quand même beaucoup de séquelles. Donc, il y a eu des choses que j'arrivais plus à faire. Puis ce qui était le plus dur pour moi, c'est de fermer toutes mes écoles de danse. Moi, j'étais un prof de danse. J'ai dansé toute ma vie. Et je me suis retrouvée obligée de tout fermer. Alors, c'est des grands traumatismes de vie dont vous nous faites part dans le livre. Mais le médecin, généralement, va dire... Ça, c'est ce que vous avez vécu. Mais ça n'a aucun rapport avec votre cancer, parce que tout le monde aurait le cancer, parce que tout le monde vit des traumatismes dans une vie. Qu'est-ce que vous répondez? Bien, un traumatisme, je pense qu'une personne qui va vivre un traumatisme, ça peut passer quand tu en as 2 puis tu en as 3. À un moment donné, ça en fait beaucoup. C'est comme une accumulation. Et moi, je pense que le corps, mon corps était, comme je vous dis, mon système immunitaire, il n'y en avait plus. On fait tous des cellules cancéreuses dans notre corps, on les élimine régulièrement. Je dis pas que c'est que ça, mais il y a simplement que dans mon cas à moi, 1 + 1 fait probablement 22. Parce que quand je regarde ça, je me dis, attends une minute, quelqu'un de normal, peut-tu passer à travers chaque jour, toute sa vie, pendant 4 ans de temps, à ne plus être capable de manger, de plus fonctionner, de perdre tout ce qu'il a perdu, d'élever un enfant qui a un trouble de TPL dans une relation qui était quand même assez difficile, puis de ne pas rien avoir au bout de ligne? Vous dites que le corps donne des signaux à un moment donné. Le corps donne des signaux. Si vous voulez, on fait une pause au retour. Je vais vous demander comment vous voyez la suite des choses. Vous publiez un livre, qu'est-ce que ça va faire? Dans 3 minutes. À tout de suite. Des nouvelles de Marjolie Dion qui publie Pressé ici, j'ai besoin d'être aimé, un monde différent. Donc, vous racontez dans le livre ces traumatismes de vie, cette montagne russe qui vous mettent face à votre défi fondamental qui était de lutter contre le cancer. Vous me dites d'entrée de jeu que vous avez 4 ans de fer avant le 5 ans de rémission. Comment vous voyez la suite des choses? Êtes-vous plus sereine par rapport à... Parce qu'il y a des moments où la sérénité est assez loin là-dedans. Oui, mais il y a des trucs dedans aussi. Oui, là. oui, je comprends. Vous finissez avec ça. Donc, c'est parce que vous avez épousé une nouvelle philosophie de vie puis vous avez exploré ces trucs-là, justement. Bien, en fait, je pense que le livre est venu du fait que beaucoup de gens m'ont posé la question dans le documentaire, après le documentaire, comment tu as fait pour passer à travers cette épreuve-là avec autant de résilience et d'humour? Et j'ai constaté que c'était dans ma vie antérieure que j'avais développé ces outils-là. Malgré la montagne russe, vous aviez toujours c'est pendant cette montagne russe-là que j'avais besoin de survivre. Donc, éventuellement, tu trouves des trucs, tu les mets en pratique et j'ai commencé à en mettre beaucoup, beaucoup, ce qui m'a tenu en vie. Donnez-moi 2-3 exemples, là, parce qu'il y en a beaucoup dans le livre. Programmation, entre autres, sur des phrases comme une phrase qui est de jour en jour, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Je me l'ai répétée pendant à peu près 150, 200 fois par jour quand j'étais très malade parce que ça monte ton taux vibratoire. Donc, au lieu de commencer à me dire que ça va pas bien, j'avais quelque chose de mieux. L'observation aussi du 360 virtuel que j'explique, comment regarder une situation différente puis d'aller chercher le autre positif. perspective. Exactement. Parce que, évidemment, si on regarde juste d'un côté, c'était terrible ce que je vivais. Mais si je regarde l'autre tour, j'ai commencé à faire de la musique à cette période-là. J'ai commencé à pratiquer de la guitare parce que j'avais rien que ça à faire, je pouvais plus rien faire d'autre. J'ai fait de la musique, j'ai gagné des prix pour de la musique de film. C'est devenu extraordinaire. Quand je regarde tout ce que j'ai acquis avec tout ce qui m'est arrivé, je me dis, ben wow, tu sais. Donc, c'est un peu ce que j'amène dans le livre, qu'on n'a pas toujours des événements faciles, mais on a toujours la chance de pouvoir les voir de différentes façons selon la perspective qu'on leur donne. Et moi, il y a un truc qui m'a frappé. Vous dites, il faut arrêter de dire mon cancer ou mon problème de santé. C'est un problème moi, je qui n'est pas le mien, qui existe, mais qui n'est pas le mien. Et vous dites que c'est une déprogrammation, dans le fond, plus les trucs de relaxation, etc. Oui, relaxation, mais aussi les croyances qu'on a, comment on croit aux choses, ça fait partie de ça. J'en parle dans le livre aussi. J'ai décidé, moi, de croire que j'étais plus une guerrière. J'ai toujours été une guerrière, mais j'ai déposé les armes. Et je me suis dit, là, je pense que je vais profiter de... Alors, vous relaxez et c'est la sérénité qui vous attend. Donc, ça s'appelle « Pressé ici, j'ai besoin d'être aimé » de Marjolie Dion. C'est publié chez Un monde différent. Je ne suis pas sûr que les médecins vont tous être d'accord avec ce que vous dites.
On est d'accord là-dessus. Mais ça peut faire un bon allié aussi. Tu sais, je pense que moi, je suis pour la médecine générale, puis je pense que tout ensemble, on peut s'entraider. Il y a toujours une belle perspective des choses. Et le conditionnement, ça, c'est sûr que pour lutter contre la maladie, c'est fondamental. Merci beaucoup. Merci. C'était un grand Merci. plaisir. C'est tout en ce qui nous concerne ce soir. On se retrouve demain. Bye-bye.